T'as appris à bosser dur, mais t'as pas appris à devenir riche. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 compétences qui font la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui explosent financièrement. Sans bullshit et sans fantasme, je te garantis. Faisons un rapide calcul. Selon l'INSEE, le salaire médian en France, il est d'environ 22 000 € par an. Pour partir à la retraite à taux plein, il faut que tu bosses 41 ans, soit 900 000 € gagnés au cours d'une carrière, et donc disons 1 million d'euros pour être large. 1 million d'euros contre 41 ans de ta vie. Pendant ce temps, certains millionnaires le font en un an, certains en un mois, même en une journée. Pour te dire, Elon Musk gagne entre 1 à 2 millions de dollars chaque heure. C'est l'équivalent d'une carrière entière en 60 minutes. Pas une fois, toutes les heures. Alors, est-ce que c'est une question de chance, d'héritage familial, de génétique? Et si je te disais que la richesse, c'est comme un iceberg? Il y a ce que tu vois à la surface, les villas somptueuses, les Lamborghini, les voyages de fou, et il y a ce qui se passe sous l'eau, caché à ta vue, un ensemble de compétences rares, invisibles aux yeux de la plupart des gens. Et ce sont ces 6 compétences, précisément, qui séparent le 1% des 99%. Alors je sais ce que tu penses, encore une vidéo pleine de promesses qui vont aboutir à rien. Je suis absolument certain qu'elles vont accélérer ta liberté financière. Mais soyons clairs, le chemin que je vais te révéler, il est loin d'être facile et ça va demander de l'entraînement. Posons déjà un premier constat. On grandit tous bercés par le même refrain. Travaille dur et tu seras récompensé. Mais est-ce que c'est totalement vrai? Et si travailler dur, c'était pas suffisant? Malheureusement, 80% des gens courent sur un tapis roulant infini. Ils courent de plus en plus vite pour rester à la même place. Et c'est exactement là où notre société veut te garder. Si tu veux réellement t'enrichir, oublie ce qu'on t'a appris à l'école, oublie ce que tes parents ou tes amis pensent savoir sur l'argent. Je sais ce que ça fait de tout donner et d'avoir l'impression que rien ne marche. Et si tu n'avais simplement pas les bonnes cartes en main jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on explore la vérité brutale qui rend vraiment riche. Compétence numéro 1. L'équation de la richesse. La sueur perle sur ton front, tu bosses plus dur que d'autres personnes autour de toi et pourtant tu n'arrives pas à t'enrichir autant que tu voudrais. Pourquoi? Parce que l'argent, elle n'est pas régie par le fait que tu travailles dur. Elle répond à une seule règle, ta capacité à apporter de la valeur qui est perçue par l'autre comme étant de la valeur. Ça c'est très important parce que je peux faire plein d'efforts pour faire quelque chose. Vous savez, c'est comme les langages de l'amour. Imaginons que mon langage de l'amour à moi, ça soit de faire des cadeaux et que à ma femme, les cadeaux, ça ne représente rien. Et ben, je peux me dépasser à faire le plus gros cadeau du monde. Donc ça a de la valeur en soi, vous êtes d'accord? Mais si pour ma femme, ça en a peu, la valeur que je lui ai apportée est en réalité faible. Et donc, la capacité à s'enrichir est finalement l'intersection de ta capacité à apporter de la valeur et la capacité à être sûr que ça apporte de la valeur à l'autre dans ses yeux. Le top 1% ne travaille donc pas plus dur, il travaille sur des problèmes. Écoutez bien, là c'est très important si vous comprenez ça, d'autant plus si vous êtes entrepreneur ou que vous voulez l'être, c'est déterminant. J'ai mis du temps à le comprendre et ça m'a ralenti dans ma capacité à devenir libre financièrement. Plus le problème il est douloureux, plus ils vont être prêts à payer. Plus le problème il est urgent, plus le prix devient secondaire. Plus ton produit touche à l'identité des gens, plus c'est fort. Plus le problème il est populaire, plus tu vas pouvoir toucher du monde. Plus le problème il est fréquent, plus tu vas gagner de l'argent. Arrêtons-nous un instant sur ça. Parce que le point, c'est pas simplement de l'entendre, mais vraiment de réaliser. Peut-être que je passe du temps à résoudre des problèmes qui sont pas si douloureux pour les gens, pas si urgents. Un problème qui, une fois résolu, il n'y a pas d'autres problèmes à la suite de ça, et donc je vais avoir du mal à pérenniser la relation. Ne touche aucun statut et n'est partagé par un nombre infime de personnes. L'équation de la richesse, c'est donc problème fois urgence, fois fréquence, fois statut, fois échelle, divisé par la compétition. Ça veut dire que moins il y a de compétition pour faire ces 5 choses au-dessus, naturellement, plus tu vas t'enrichir. Et donc à chaque fois que tu vas aborder le choix de ce sur quoi tu mets ton énergie, tu passes par ces 5 filtres. Ça, c'est côté entreprise. Quand je dis entreprise, ça peut être à l'échelle individu, si tu es freelance ou si tu as créé ta marque personnelle. Maintenant, passons à l'échelle de l'individu. L'argent suit la rareté. Le caviar, je ne sais pas si tu as déjà testé, c'est bon, mais franchement, si les pâtes étaient au prix du caviar, je pourrais me dire, je comprends. Le caviar a de la valeur parce qu'il est rare.
Et donc si tu veux être dans le top 1%, tu as envie de développer une combinaison de compétences que personne d'autre n'a. La seule façon d'entrer dans le top 1% et de gagner donc plus que 99% des gens, c'est de combiner des compétences qui sont rares pour résoudre un problème d'une manière unique. Parce que si tu arrives à résoudre un problème qui est douloureux et urgent à résoudre avec un ensemble de compétences que seul toi possèdes, eh ben ta valeur va augmenter. Parce que l'argent répond à une loi dont tu as déjà entendu parler qui est l'offre et la demande. Si le problème il est douloureux, il y a de la demande. Et si de l'autre côté, il y a très peu d'offres parce que tu as développé une capacité à résoudre ce problème de manière unique, naturellement, tu vas pouvoir positionner tes prix de manière bien plus élevée. Un professeur, une infirmière, c'est pas tant que ça manque de compétences, mais c'est que dans la perception du marché, on peut trouver d'autres personnes avec les mêmes compétences. Imaginons, tu es designer, tu as développé des compétences de design. Tu connais en gros que Photoshop et tu te présentes sur LinkedIn et autour de toi comme étant un designer graphique. C'est quoi le problème si tu te présentes comme designer graphique? Compétition massive, difficile de te démarquer. Ok, j'ai un problème de logo, j'ai un problème de création de site internet, d'interface pour mon application mobile, mais il y en a des milliers des designers. Et en plus de ça, il y a plein de tutoriels pour apprendre à designer. Donc pourquoi je t'achèterais toi? Et encore moins pourquoi je t'achèterais toi à un prix plus élevé. Maintenant, imaginons que non seulement tu as des compétences de design, mais en plus de ça, tu as développé des compétences de copywriting, l'art de choisir des mots qui vendent. Et en plus de ça, tu as des compétences en neurosciences, c'est-à-dire l'art d'utiliser le visuel par rapport à la psychologie humaine pour pouvoir faciliter, influencer des comportements humains. C'est-à-dire que tu sais comment agencer des éléments visuellement pour que ça favorise un comportement. On sait par exemple qu'un prix à droite ou à gauche n'a pas le même impact, qu'un prix en orange et en vert n'a pas le même impact. Et donc, imaginons que tu as développé ces trois compétences. D'un coup, est-ce que tu vois que ta capacité à résoudre un problème douloureux et urgent et à plus grande échelle est beaucoup plus élevée? Parce que des gens qui vont avoir ces trois ensembles de compétences mélangées et qui vont le mettre au service, par exemple, d'une entreprise qui cherche à faire une publicité avec du texte qui a pour but de générer des ventes, il y en a beaucoup moins. C'est bien de savoir faire quelque chose de beau, c'est autre chose de savoir faire quelque chose de beau qui sait vendre visuellement et dont les mots qui sont inclus sur la publicité savent vendre. Là, tu as une compétence en or. Des gens qui veulent faire des publicités, qui ont pour but de créer un ROI financier, il y en a plein. Et vu qu'en plus de ça, si ça marche, ça va générer un retour sur investissement, et ben tu as résolu un problème récurrent. La personne va avoir besoin de toi à nouveau. Est-ce que c'est pas dingue la différence? Et toi, tu es unique. Tu as un ensemble de compétences qui sont uniques. Quand j'ai essayé de créer Paradox, je me suis dit, c'est quoi les compétences que j'ai et c'est quoi les compétences que j'ai envie de développer que d'autres n'auront pas la patience de développer parce que je vais jouer sur 10 ans. Donc tu prends compétence A, tu prends compétence B, tu prends compétence C et toi tu joues à l'intersection de ces trois choses. Ça, c'est ta singularité. L'endroit où tu es unique, l'endroit où la compétition n'existe pas. Peter Thiel, le fondateur de PayPal, disait « La compétition, c'est pour les losers ». Pourquoi? Parce que dans ta singularité, personne ne peut te battre. Tu n'arriveras pas à battre quelqu'un qui est dans sa zone de génie. Donc principe numéro 1, l'argent n'obéit pas aux travailleurs, il obéit aux créateurs de valeur. Développe un ensemble de compétences uniques qui te sont propres. Alors avant de passer à la compétence numéro 2, j'ai une annonce à faire et pas une petite annonce. L'une des plus grosses erreurs que j'ai commises, c'est d'avoir attendu trop longtemps pour investir mon argent et mes premiers investissements, sincèrement, j'ai fait n'importe quoi. La majorité des gens ne deviennent jamais libres financièrement, non pas parce qu'ils manquent de volonté ou parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils n'investissent pas et passent à côté du pouvoir de l'intérêt composé qu'on a beau comprendre intellectuellement, on n'arrive pas à mesurer à quel point c'est fou. Et le constat, c'est quoi? Soit on laisse notre argent se faire grignoter chaque année par l'inflation, soit on essaye d'investir mais on se sent perdu face à des milliers d'ETF, des actions, des cryptos de partout et donc on abandonne. Ou alors pire, on suit le truc à la mode, les dernières cryptos et on fait n'importe quoi. Dans les trois cas, le problème c'est quoi? C'est qu'on est tout seul. Et c'est pour ça que ça fait des mois avec la Team Paradox qu'on travaille avec obsession pour bousculer ce qui se fait sur la liberté financière et qu'on se demande qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la vie des gens. Et justement, aujourd'hui c'est le grand jour, je suis super content de t'annoncer le plus gros partenariat qu'on a jamais fait. Paradox et Goliath. Goliath, c'est une plateforme d'investissement que j'utilise personnellement et avec laquelle j'investis tous les mois et que j'adore parce qu'elle est intuitive. Mais là, ce dont je te parle, c'est pas juste un petit partenariat où je te présente une app sympa. Imagine,
on a créé l'espace Paradoxe au sein de Goliath. Ça veut dire que tu peux investir directement à mes côtés et avec toute la communauté de Paradoxe. On est ensemble, on peut partager nos investissements et célébrer ensemble nos réussites. Tu vas pouvoir commencer à investir dès 2 € et ça sans frais cachés. Et surtout, j'ai vraiment voulu qu'on facilite les premiers pas pour un débutant en te guidant pour éviter d'être perdu justement sur ces 2000 ETF. On a une mission commune avec Goliath, rendre accessible la liberté financière de manière intelligente et en secouant les codes. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Et dernière chose, c'était très important pour moi de faire un truc spécial pour mon audience, pour vous. Certains, ça fait des années que vous me suivez, ça me rajeunit pas. Et donc on a décidé de faire quelque chose de spécial, valable pendant la période de lancement, que tu vas retrouver dans l'espace gratuit sur ton compte paradoxe.io. Si t'as pas de compte, tu peux y aller, c'est gratuit. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien en description, télécharger l'application gratuitement, découvrir l'espace Paradoxe sur Goliath et qu'on célèbre ensemble tes premiers investissements. Maintenant, revenons à notre question. Quelles sont les compétences exactes qui permettent à ces fameux 1% de réussir là où les autres échouent? Et passons donc à la deuxième compétence. Créer de la valeur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça va te distinguer, mais peut-être pas assez pour vraiment rejoindre le top 1%. Le top 1%, quand tu discutes avec eux, franchement, ils sont pas beaucoup plus intelligents. Alors c'est loin d'être des neuneux, mais la majorité du temps, t'es pas forcément bluffé. En fait, ils sont meilleurs pour un truc, pour persuader. Et en France, on a un problème avec la persuasion. On considère la persuasion comme quelque chose de mauvais. D'ailleurs, c'est intéressant. Le livre de développement personnel le plus vendu de l'histoire de l'humanité, c'est un livre qui en France s'appelle « Comment se faire des amis », dont le titre original est « How to win friends and influence people ». Dans la version française, on s'est dit « on va pas garder influence people parce que ça va pas se vendre, c'est diabolique ». Pour les Américains, influence people, c'était sexy. En France, on a du mal avec l'influence parce qu'on la confond avec cette manipulation qu'aurait l'intention de me servir de l'autre pour tirer profit de lui à son détriment. Mais la vraie influence, c'est la capacité à aimer suffisamment l'autre pour comprendre son besoin, articuler ce que j'ai envie de lui proposer d'une manière qui va résonner avec lui ou avec elle, de sorte de construire un échange équitable. Un échange où tu gagnes et je gagne. Parce que dans un monde économique, et spécialement un monde sur Internet, le monde est extrêmement petit. Et donc si ce que tu fais, tu as envie de le faire sur plusieurs années, pour durer, tu as besoin de te créer une réputation. Et pour te créer une réputation, tu as besoin d'être sensible à l'échange équitable. Et donc, l'influence, c'est pas l'art d'arnaquer les autres. L'influence, c'est de permettre à l'autre de voir ce qu'il ne voit pas encore. Quand par exemple, tu as quelqu'un qui est en surpoids, parce que par exemple, pour lui, le sport c'est chiant. Parce que pour lui, gérer son alimentation c'est chiant. Et que tu arrives, par le choix de tes mots, à l'aider à voir le sport comme quelque chose de plus sexy, de plus intéressant, est-ce que c'est de la manipulation à son détriment ou est-ce que c'est de l'influence pour lui permettre de voir ce qu'il n'a pas encore vu aujourd'hui? En fait, les bons professeurs, les bons coachs, les bons parents, les bons enseignants, les bons leaders sont forcément des gens qui savent influencer. C'est l'art de transmettre une idée de sorte que tout le monde y gagne. Les gens qui s'enrichissent, ils donnent envie qu'on les embauche. Ils obtiennent des prêts à meilleur taux. Ils lèvent des fonds. Ils arrivent à convaincre des talents de les rejoindre. Ils vendent une vision et la transforment en argent. C'est malheureux ou pas, j'en sais rien. Mais quand tu regardes l'histoire d'Aristote, Aristote, il pétait un câble. Et Aristote, ça le faisait chier parce qu'il se disait, mais c'est dingue, c'est pas les meilleures idées qui gagnent. C'est les idées les mieux exprimées qui gagnent. Et c'est cette raison qui l'a amené à créer l'école de la rhétorique, parce qu'il avait envie de donner le pouvoir à des gens qui ont des idées intéressantes, de savoir les véhiculer. Donc, la vente, c'est une version appliquée de la psychologie pour devenir riche. Prenons le retour de Steve Jobs et la publicité Think Different, qui est un peu une publicité pour moi légendaire, vraiment. Ce qui est intéressant dans cette publicité, c'est que quand Steve Jobs revient à Apple, on voit des discours de lui où il dit « On a perdu notre âme. On a oublié pourquoi on existait, à la fois en interne, et on a fait oublier au marché pourquoi on existait. On n'est pas là pour vendre des ordinateurs, on est là pour vendre un rêve, un message. On est là pour vendre des croyances, un ADN. » Et donc, au lieu de parler des caractéristiques techniques du dernier Mac, la pub, elle est concentrée uniquement pour mettre en avant des figures qui sont légendaires. Albert Einstein, Martin Luther King, Richard Branson, Gandhi. La pub, elle te rend émotionnel. Et en fait, ça crée une association émotionnelle entre la marque et le Mac
Et donc c'est ce qui fait qu'inconsciemment, quand tu vois cette publicité, vu que tu es touché, si tu résonnes avec les valeurs présentées par la publicité, tu vas créer une association émotionnelle qui est plus forte avec Apple. Et donc du coup, tu vas être plus à même d'acheter. L'erreur souvent, c'est simplement de parler des produits, des caractéristiques de ce qu'on fait, plutôt que d'accorder du poids à pourquoi on fait les choses et où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc Apple, c'était plus une marque simplement tech, c'était une marque de révolutionnaire. Et donc ça, c'est intéressant parce que tu pourrais dire « Ah oui, mais c'est que Apple ». Mais en fait, quand tu présentes tes idées, est-ce que tu les présentes avec une métaphore, avec des exemples? La manière dont même je suis en train de vous parler, je prends des exemples pour vous les rendre plus concrets, pour les rendre plus visuels, pour les imager avec vous. Si vous développez la capacité à vous exprimer de manière plus sensorielle et plus visuelle, vous allez voir que vous allez avoir plus d'impact. Donc Steve Jobs n'a pas vendu des ordinateurs, il a vendu une révolution créative. Et donc ne vend jamais un produit, ton temps ou une caractéristique, vend une transformation, vend un voyage émotionnel, vend un changement d'identité. Vraiment, maîtrisez ça et votre vie elle va être très différente. Souvent, je voyais quand j'étais en entreprise des gens qui disaient « Ah mais lui il a été pistonné, c'est dégueulasse. Lui c'est juste un haut-parleur, c'était dégueulasse. » Et moi en fait j'avais 19 ans et ça me fascinait d'entendre les gens dire ça. Parce que c'était pas des gens qui avaient été pistonnés parce que leur père était là. C'était des gens qui avaient été pistonnés mais qui venaient comme moi, personne ne les connaissait. Et pourquoi ils avaient été pistonnés? Parce qu'ils étaient meilleurs en création de la relation. Et moi à cette époque-là j'étais plutôt complexé. Mais quand je voyais ça, au lieu de me dire, comme mes potes, « Ah, c'est dégueulasse, il a été pistonné alors qu'il n'est pas meilleur techniquement », je me disais, mais comment ça s'apprend, l'art d'être pistonné? Et l'art d'être pistonné, si tu viens pas encore une fois de la bonne famille, eh ben c'est l'art d'arriver à créer des liens si profonds que les gens vont avoir envie d'investir sur toi. Ils vont dire, mais c'est dégueulasse. Mais en fait, on fait tout ça. Un restaurateur qu'on aime bien, on va être prêt à retourner chez lui même s'il est plus cher. Une coiffeuse qu'on aime bien, on va être prêt à aller plus souvent avec elle même si elle est potentiellement plus chère. L'être humain, on est des bêtes sociales. Quand on aime quelqu'un, on a envie de l'acheter. Point final. Tu peux te battre contre ça, mais tant qu'on a le même cerveau, tu vas galérer. Donc, compétence numéro 2, apprends à vendre, apprends à raconter des histoires, pas des mythos mais des histoires. Apprends l'influence. Le monde appartient aux gens qui maîtrisent ces compétences. Le truc, c'est que sur le chemin de la richesse, même si tu as créé de la valeur et tu sais en parler, le chemin de la richesse, il est loin d'être tout rose. Et je pense que parmi vous, il y en a plein qui ça va parler. Tu rencontres des obstacles. Et ça va nous amener un petit peu au test ultime et la compétence du coup numéro 3. Il y a un concept que j'adore, qui a été popularisé par un de mes héros qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, vraiment brillantissime. Et j'aime bien son modèle. Il dit qu'il y a 3 types de systèmes. Premier type de système, c'est les systèmes qui sont fragiles. Un verre en cristal, il est fragile. Je le prends, je le lâche, il casse. Et les systèmes solides, cette table, un bloc de pierre, il résiste au choc. Donc cette table, je peux taper dessus, elle résiste. Par contre, si je tape très fort, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va lâcher. On a tendance à penser que l'art de réussir, c'est d'être quelqu'un de solide, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sensibilité, qui, peu importe ce qui se passe, rien ne l'affecte. Et vous êtes d'accord que dans le langage populaire, quand on pense au stoïcisme, au fait d'être stoïque, on pense à quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Mais en fait, c'est une distorsion de la vraie définition du stoïcisme, qui n'est pas du tout le fait de ne pas avoir des émotions. Quand tu lis les mémoires de Marc Aurèle, tu te rends compte que c'est un être humain, comme beaucoup d'êtres humains, émotionnel. En revanche, il n'est ni fragile, ni solide, il est antifragile. Un système qui est résilient, tu vas lui donner un choc, il va reprendre sa forme. Mais ce qui est plus fort dans l'antifragilité, c'est que tu ne reprends pas ta forme. Tu te renforces après le choc. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre un système fragile, solide, résilient et antifragile. Le système immunitaire, par exemple, il est antifragile. Chaque maladie te renforce et te rend plus résistant à de futures maladies similaires. Vraiment, ce qui est important de comprendre si tu as envie de pouvoir développer tes finances, c'est que l'antifragilité, c'est quelque chose qui est à la fois codé en nous, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut développer. Quand je regarde l'adolescent que j'étais, j'étais extrêmement fragile. La moindre critique d'un de mes camarades, ça m'affectait. Je me rappelle que en cours de musique, on devait chanter devant tout le monde. Ils ont dû rigoler ou je sais pas exactement. Et ça m'a traumatisé. À chaque veille de cours de chant, je tombais malade, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Pourtant, je suis même pas sûr avec du recul que vraiment ils se foutaient de ma gueule. Juste les jeunes, ça se marre.
j'ai associé chanter devant mes camarades avec de l'humiliation. Humiliation qui n'était pas forcément réelle, j'insiste. Mais dans ma tête, c'était de l'humiliation. Et je pense que j'ai été malade au moins 50 fois les veilles de cours de chant. Ça, c'est intéressant. J'étais fragile, un choc m'a détruit. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est ça qui est fou chez l'être humain, c'est qu'en fait, on a ce potentiel antifragile, même si potentiellement j'ai été fragilisé sur le coup, j'avais la possibilité d'apprendre à rebondir. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Et donc, sa vallée du désespoir. En 2002, Elon, il a aucune expérience spatiale. Et il faut savoir que l'environnement spatial, il est contrôlé par des géants comme Boeing et entre autres par la NASA. Les experts se moquent de lui et il y a des vidéos qu'on peut trouver sur internet où on voit ces héros de son enfance se moquer de lui, entre autres Armstrong qui trouve que c'est débile ce qu'a envie de faire Elon Musk, il n'y arrivera jamais. Both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, yeah, you know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here, and I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. En 2006, après 4 ans d'efforts et des millions dépensés, SpaceX va tenter son premier vol. Et la fusée, qui coûte des millions, 4 ans de travail, 4 ans de critique, elle va exploser après 33 secondes après le décollage. Je veux juste que tu imagines, la plupart d'entre nous, on déprime après avoir fait une vidéo qui nous a pris une semaine et qui n'a pas fait assez de vues. Vidéo qui ne nous a pas coûté grand chose. Là, imagine que tu as dépensé la moitié, les 3/4 de ta fortune pour faire quelque chose qui t'a duré 4 ans, que tu as embarqué des gens avec toi et qu'après 33 secondes, ça vient d'exploser en vol. Tout le monde lui dit, écoute, c'est bon là, si tu voulais une preuve, t'as la preuve. Arrête. 1 an plus tard, deuxième lancement. La fusée, elle explose en plein vol à cause d'une fuite de carburant. 1 an plus tard, 2008, troisième lancement. 2 ans de travail depuis le dernier crash, 6 ans depuis le démarrage de l'aventure, et encore une fois, la fusée échoue. 6 ans. Musk, à ce moment-là, il est à court d'argent et il est au bord de la faillite. Et pendant ce temps-là, on pourrait se dire, il a d'autres entreprises qui vont bien. Son autre entreprise qui est Tesla n'a pas assez d'argent pour livrer les premières voitures. Musk, il va mettre ses derniers 20 millions de dollars pour sauver Tesla. Alors des fois, tu vois des gens sur Internet en se disant « Ouais, mais il a 20 millions de dollars, donc c'est rien pour lui. » L'argent, c'est très relatif. Et donc, quand tu as des centaines de millions et que tu mets tes derniers millions, ça fait autant mal, je peux vous garantir, qu'une personne qui a 10 000 euros qui met ses derniers 10 000 euros. L'argent, c'est relatif. Si vraiment ça n'était pas relatif, alors 100% des gens en Occident qui ont un SMIC n'auraient aucune raison de se plaindre, vu qu'on fait partie des plus riches de la planète quand on a un SMIC en France. 2008, quelques mois plus tard, Musk il va réunir ses équipes et va leur dire voilà, on a juste assez d'argent pour un dernier tir, tout ou rien. Et cette fois, la fusée elle va fonctionner, le Falcon 1 il réussit son vol, je te laisse imaginer l'émotion que ça fait quand ça fait 6 ans que tu bosses et que la planète entière s'est foutue de ta gueule, dont tes héros de ton enfance. Et 2 mois plus tard, il va signer un contrat de 1,6 milliard de dollars. SpaceX devient l'une des entreprises les plus révolutionnaires du siècle. Et pendant ce temps-là, il sauve avec son équipe Tesla. Tesla va dépasser la valorisation de Ford et d'autres entreprises cumulées. Mon point, c'est pas de l'encenser. Mon point, c'est de dire, si tu ne supportes pas de perdre, tu ne gagneras jamais. Donc chaque problème, c'est une opportunité emballée dans de la douleur. Et la différence qu'il y a entre 2 personnes, c'est la capacité que tu vas mettre d'apprendre de ce qui se passe. Tes erreurs, tes critiques, comment tu arrives à devenir antifragile. Pourquoi on souffre? On souffre parce qu'on est attaché à certaines illusions. Illusion que quand on fait quelque chose du premier coup, c'est censé marcher. Illusion que les gens ne sont pas censés nous critiquer et qu'on est censé vivre dans un monde de bisounours. On a tellement d'illusions que l'écart entre nos attentes irréalistes sur la vie et la perception de notre vie aujourd'hui nous fait souffrir. C'est pas le point de creuser ça dans cette vidéo, mais si tu apprends à transcender tes illusions, tu vas avancer beaucoup plus vite que les autres. Le combat le plus difficile, en réalité, il n'est pas contre le monde extérieur, il est contre soi-même, ou contre les parties primitives de soi qui ont une addiction au plaisir et une aversion à la douleur. Les jours où tu as envie de tout lâcher, les semaines où tu perds de l'argent,
les moments où ton entourage te fait même douter de ton projet, parfois même par amour. C'est là que la partie commence. C'est-à-dire que si on devait designer un jeu dans lequel on met des humains dans lesquels on voudrait optimiser les chances qu'ils deviennent antifragiles. Imagine, tu dois créer ce jeu-là. Est-ce que tu mettrais des humains dans un jeu où ils sont massés à longueur de journée, valorisés à longueur de journée, où on s'assure, même s'il faut tricher, que tout ce qu'ils font réussit du premier coup? À ton avis, après 2 ans de jeu, est-ce que tu as des humains antifragiles? Non, tu as des humains extrêmement fragiles. Donc si tu devais designer un jeu dans lequel tu crées des humains antifragiles, tu le designerais comment? Il y a des chances que tu fasses quoi? Tu mettes des gens pour les critiquer, tu mettes des échecs, tu mettes des réussites aussi. Tu mets des gens pour les soutenir, tu mets des personnes pour parler dans leur dos, tu mets des personnes pour les soutenir à ce moment-là. Tu mets des apprentissages, tu mets des mentors pour leur donner des leçons, tu mets des mentors pour les critiquer, tu mets plein de choses. Et ça crée un être humain antifragile à la fin. J'ai une bonne nouvelle. La vie a créé ce jeu pour toi et t'es déjà dans ce jeu-là. Par contre, si tu passes ton temps à être dans un jeu qui est designé pour ton antifragilité, à te plaindre et fantasmer un jeu qui serait designé pour que tu sois fragile, tu profites pas du jeu. Angela, qui est une chercheuse que j'aime beaucoup, elle a montré que les individus les plus résilients et acharnés sont ceux qui réussissent le mieux. Alors quand elle parle de résilience, encore une fois, c'est une résilience dans le sens de l'antifragilité. Donc comment construire ta résilience? En forgeant une tolérance à l'échec. Même un amour de l'échec presque. Pas un amour dans le sens de « Ah, l'échec c'est bien et bisounours et je souhaite que j'échoue », mais te rendre compte que ça fait partie du chemin et que la clé, c'est le temps que tu mets à apprendre. En cultivant une capacité à embrasser la critique et à apprendre d'elle, en développant la capacité à calmer ton système nerveux quand tu perçois la tempête. La vraie question n'est donc pas « Est-ce que tu es assez intelligent? Est-ce que tu as assez de la chance? Est-ce que tu as la bonne famille ou la bonne génétique ?» La vraie question, est-ce que tu es prêt à encaisser la douleur plus longtemps que les autres et apprendre d'elle? D'où la citation que vous connaissez certainement tous, d'un des philosophes que j'aime beaucoup, Friedrich Nietzsche. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et quand vous lisez Nietzsche, vous voyez que c'est pas juste une petite citation pourrie d'Instagram. Vous voyez à quel point c'est le cœur de sa philosophie. Que pour lui, l'esprit faible cherche la facilité. Donc compétence numéro 3, c'était « Ne sois ni fragile ni solide, deviens antifragile ». À ce stade, tu résous des problèmes douloureux, urgents, populaires. Tu communiques avec assertivité en rentrant tellement dans le monde de l'autre, en ayant tellement d'amour pour l'autre que tu arrives à articuler des idées presque mieux que lui-même. Et 3, t'es antifragile. Mais alors même si tu te rapproches des 1%, il y a une chose qu'on a tous. Tous les jours, on est crédité du même exact montant, le même nombre de secondes. Et pourtant, ce qu'on va en faire va déterminer notre trajectoire. Compétence numéro 4, le top 1%, c'est que la ressource la plus précieuse au monde, c'est pas ton argent, c'est ton temps. L'investissement le plus important, c'est de choisir comment tu alloues ton temps. Les personnes qui s'enrichissent davantage apprennent à devenir davantage productives. Là, par exemple, je vous prépare une vidéo qui va être dingue sur Napoléon. Vous voyez que Napoléon mettait de la valeur sur la gestion de son temps. Elon Musk mettait de la valeur sur la gestion de son temps. Roosevelt mettait de la valeur sur la gestion de son temps. Le top 1% développe la capacité à définir le peu qui compte, apprend dans un monde de distractions à se focaliser. Et les distractions, c'est pas 2025, c'est l'histoire de l'humanité. Quand tu lis Sénèque, tu vois que parfois il a du mal à se concentrer avec le bruit des chariots dans les rues de Rome qui font du bruit. Alors certes, c'était certainement moins dérangeant que TikTok, mais même Sénèque, il avait besoin d'apprendre à se concentrer. Donc compétence numéro 4, arrête de perdre ton temps et vouloir simplement gagner de l'argent. Apprends à être le plus productif possible. Et productif, c'est pas aller vite, c'est mettre le peu d'énergie sur ce qui va faire une vraie différence. Compétence numéro 5. En fait, ce qui est fascinant, c'est que au début, ton travail est une clé, et plus tu avances, moins la clé c'est le travail, la clé c'est comment tu réfléchis et comment tu penses. Et moi, c'est vraiment une phase sur laquelle j'essaie de me rééduquer, parce que j'en suis arrivé là où j'en suis dans ma vie en travaillant beaucoup, et je compte toujours travailler tout autant parce que c'est quelque chose vraiment que j'aime. J'ai une relation de travail pour moi qui est belle. Mais bref, plus tu avances, plus tu es récompensé sur la qualité de tes réflexions. Plus tu es récompensé sur le fait de penser de plus en plus clairement. Du fait de pouvoir penser par toi-même, ne pas suivre les modes, prendre du recul, identifier des biais cognitifs chez toi et chez les autres
Et donc ça va m'amener à la compétence numéro 5, qui est que le monde ne fonctionne pas de manière logique, le monde fonctionne de manière psychologique. Les meilleurs produits, si c'était logique, gagneraient toujours, les plus compétents seraient toujours le mieux payés, les gens feraient toujours les meilleurs choix financiers, les plus intelligents, mais c'est pas vrai. Des recherches en économie comportementale montrent que les biais cognitifs, l'aversion à la perte, l'excès de confiance, le fait de vouloir suivre le troupeau, et il y en a des centaines d'autres de biais cognitifs documentés, nous font prendre de mauvaises décisions en tant qu'investisseurs. On va investir dans le Bitcoin au pire moment parce que c'est au moment où tout le monde investit. Quand ton labrador te dit « Hey, j'ai investi dans le Bitcoin », ça pue. Et donc, la majorité du temps, on entend parler des entreprises qui sont en train d'exploser au moment où c'est pas forcément le plus sage. Donc, dans un monde de plus en plus complexe, avec une IA qui est en train de tout casser, je sais pas si vous avez vu les robots arriver, sincèrement, ça fait peur. Ça va faire la cuisine, ça va faire de la restauration, ça va te porter les courses, ça va te faire le ménage. Il y a même des robots qui vont avoir le corps de mannequins avec qui tu pourras faire l'amour et qui vont pouvoir te parler. On rentre dans un monde, sincèrement, qui fait peur sous plein des aspects. Il est aussi stimulant sous d'autres aspects. En termes d'éducation, il va y avoir des avancées spectaculaires. En termes de médical, on va pouvoir apporter enfin des traitements sur mesure. C'est très compliqué la médecine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un tsunami, ça va tout casser. Et donc, la capacité dans le brouhaha à respirer, à être antifragile, s'oxygéner et identifier les quelques variables qui comptent, savoir identifier tes propres biais cognitifs, l'euphorie extérieure ou la dépression économique du monde et pouvoir prendre des bonnes décisions, c'est une compétence, c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de rapports en ce moment qui sortent, qu'une des compétences les plus clés dans le monde dans lequel on est en train de rentrer, c'est la capacité de pensée critique. Au passage, dans ces mêmes rapports, quelles sont les autres compétences qu'il y a? La capacité d'influence, la capacité de persuasion, la capacité de gestion du temps. Le Forum économique mondial l'a cité comme la compétence numéro 3 la plus demandée dans le futur du travail. Donc, au lieu d'accélérer, par exemple, c'est une étude que je trouve fascinante. Vous savez qu'on est très impatients les humains. Et quand on est dans un ascenseur, on a tendance à trouver le temps long. Et donc, il y a deux manières d'approcher le problème. Soit tu te dis, je vais mettre des millions en jeu pour essayer de faire un ascenseur plus rapide. Sauf que quand tu as déjà bien optimisé, rendre un ascenseur plus rapide, tu essayes de défier quand même la gravité. Ça peut être dangereux, ça peut demander des matériaux plus chers. Et donc il y a deux approches. Il y a l'approche bourrine. Allez, on met des millions en jeu, on essaye de créer un ascenseur plus rapide. Ou il y a l'approche de Rory. Ils ont mis des miroirs dans les ascenseurs. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un miroir dans un ascenseur? Tu te regardes. Et c'est assez fascinant comme on peut passer des heures à se regarder. Et quand on se regarde soi-même, l'ascenseur pourrait être 3 fois plus lent. On est bien avec son visage. Et donc, vous êtes d'accord que ça coûte moins cher de mettre des miroirs que de réinventer toute une mécanique pour qu'un ascenseur monte plus vite. Ça, c'est la capacité de penser critique. Et donc, l'art de penser de manière critique, c'est quelque chose d'ailleurs que vous retrouvez de plus en plus dans les programmes qu'on crée à Paradox. J'ai créé un protocole qui s'appelle ROAD, qui est l'art de passer de ta vision à concrètement c'est quoi l'action qui compte, où on a créé un module sur l'art de prendre des décisions stratégiques en mélangeant rationnel et plus émotionnel avec l'intuition. Bref, la capacité à prendre des décisions clés, c'est déterminant. Le top 1% voit ce que les 99% ignorent. Des opportunités dans la crise, des leviers là où d'autres voient des obstacles, des asymétries là où la majorité voit des risques. Compétence numéro 5, ne cherche pas à toujours résoudre les problèmes de manière logique, apprends à penser de manière critique. Penser de manière critique, c'est essentiel. Mais comment faire en sorte d'aider les autres à penser clairement? Comment faire en sorte de pouvoir apporter de la valeur aux autres? Parce que naturellement, pour n'importe quel projet, tu vas être en lien avec les autres. Et si ta réussite dépendait directement de ta capacité à guider les autres. Compétence numéro 6, c'est la capacité à l'idée des gens avec soi. Il y a 2 sous-compétences à ça. La capacité à articuler une vision qui soit inspirante et la capacité à coacher. Pourquoi coacher, c'est si puissant? Parce que le son de notre propre voix, c'est ce qu'on adore le plus, d'où le miroir. Quand on donne des conseils, ça ne marche pas parce que le son de la voix qu'on entend, c'est la voix du conseiller. Pourquoi le coaching ou la personne qui apprend à coacher en tant que manager ou en tant que parent, c'est si puissant? Parce que la personne qui parle le plus dans un coaching, c'est qui? C'est le coaché. Et donc, quand tu apprends l'art de poser des questions socratiques, tu permets à l'autre de faire accoucher ses réponses, d'où l'art de la maïotique. La maïotique, c'est l'art de faire accoucher, pas simplement d'un bébé, mais aussi de réponses. Quand tu sais
leader les autres en faisant émerger les réponses chez eux, parce que tu leur poses des questions de qualité, il se passe 3 phénomènes. 1, tu les embarques davantage. 2, les gens vont aller beaucoup plus loin dans leurs idées que les tiennes. Et 3, à force de coacher les autres, tu deviens meilleur pour t'auto-coacher. Ça, c'est vraiment un truc que j'observe dans l'école de coaching. Je vois les personnes évoluer sur les 2 ans, par exemple, d'école de coaching, et je vois comment, à force de coacher les autres, leur capacité de pensée critique s'améliore, parce que coacher, c'est aider l'autre à penser de manière plus critique et de manière plus objective. Leur capacité d'influence progresse, parce que l'influence, c'est avoir suffisamment d'empathie pour se mettre à la place de l'autre. Et quand t'es coach, t'es obligé de te mettre à la place de ton coaché et d'essayer de comprendre tellement son monde. Ça fait que ça enrichit ta carte mentale de comment l'humain fonctionne. Aujourd'hui, pour moi, c'est très facile de fermer les yeux et d'imaginer ce que quelqu'un pourrait penser, parce que j'ai mon cerveau qui est rempli de 15 ans d'anecdotes que les gens me racontent de leur vie. Naturellement, c'est plus facile de pouvoir comprendre ce que parfois eux-mêmes vont avoir du mal à articuler ou à avouer au monde. Parce que moi, en plus, je suis dans un espace où les gens m'avouent des choses qu'ils avouent parfois ni à leur mari, ni à leur femme, ni à leurs enfants, ni à qui que ce soit. D'où le fait qu'on ait créé cette école de coaching PXS dans laquelle j'ai mis tout mon amour. Donc si tu as envie d'être riche, développe ces compétences. L'erreur, c'est simplement de générer des revenus avec ta source principale de revenus et de compter uniquement sur tes sources de revenus. C'est super de mettre 90% de ton énergie dans l'endroit qui t'anime le plus. En revanche, investis 10%, 5% de ton énergie pour apprendre à savoir investir. On sous-estime le pouvoir des intérêts composés. Notre cerveau n'est pas du tout fait pour appréhender l'intérêt composé. On le comprend intellectuellement, mais à chaque fois qu'on fait des expériences, les gens sont à côté. Même quand ils savent que l'intérêt composé a un effet de ouf, on n'arrive pas à l'évaluer. C'est-à-dire que tu prends cette analogie que je prends très souvent, un grain de riz sur la première case d'un échiquier qui double sur chaque case d'un échiquier. Première case, tu as un grain de riz, deuxième case, 2 grains de riz, troisième case, 4 grains de riz, 8, 16, etc. Vous savez que ce qui est fou, c'est qu'à la 64e case, c'est l'équivalent en grains de riz de 650 ans de la production de riz mondiale. 650 ans de la production de riz mondiale. Et j'ai beau savoir ça, j'ai beau enseigner l'intérêt composé, à chaque fois je me dis « Attends, j'ai mal calculé, il y a un problème. Comment c'est possible ?» Et là, je peux vous garantir, j'ai vérifié. C'est truc de malade. En fait, on n'arrive pas à appréhender parce que nos ancêtres, c'est simple. T'avances de 1 mètre par seconde, dans 10 secondes, t'as fait 10 mètres. Ça, c'est une croissance qui est linéaire. La croissance exponentielle, on la voit peu au quotidien. Donc, on la sous-estime. Apprends vraiment à investir parce que ça va te permettre, au bout d'un moment, que ton capital investi qui fructifie génère plus de revenus que ta source de revenus principale. Et quand tu regardes le graphe de Warren Buffett, 20% de sa fortune est générée à la fin. C'est complètement irrationnel. Si on résume, il y a quoi? Donc 1, l'argent n'obéit pas aux travailleurs, il obéit aux créateurs de valeur. Développe un ensemble de compétences qui te sont propres, vraiment uniques, qui correspondent à l'endroit où tu peux apporter le plus de valeur au monde. Et ça peut être des choses qui semblent complètement différentes. Peut-être que tu as une passion pour la musique, et une passion pour la danse, et une passion pour l'histoire. Et peut-être que tu peux organiser des voyages dans lesquels on va danser la salsa et en même temps visiter des lieux historiques pour comprendre l'histoire de la salsa. Bref, tout est possible quand on commence à être créatif. Compétence numéro 2, apprends à vendre, à raconter des histoires, la tienne et celle des autres, en oubliant bien sûr les mythos. Apprends l'influence, l'art de créer des échanges équitables. Le monde appartient aux gens qui maîtrisent la vente, l'influence, le storytelling. Compétence numéro 3, ne sois ni fragile, ni solide, deviens antifragile. Développe cette capacité à être calme dans la tempête. Moi vraiment, je vois comment ces 15 ans d'entrepreneuriat ont été violents à plein d'endroits, incroyables à plein d'endroits, et chaque fois ça a été une opportunité pour devenir l'homme que j'avais envie d'être, pour apprendre à être plus serein face à Thomas du 38 qui me dit que je suis bête, moche, ignorant, pas pertinent, ou je sais pas quoi d'autre. Un jour je pense que je ferai une vidéo avec une collection de 15 ans de haine envers moi pour soulager les gens. Donc développe cette capacité à tirer, parce que même Thomas du 38, quand il t'envoie son truc rempli de bouse, des fois au milieu de la bouse, il y a un truc intéressant à apprendre. Et de toute façon, ça développe ta capacité de répartie, d'humour, de prise de recul. Ça développe ta capacité d'amour de toi, parce que quand on te critique et que tu le vis mal, c'est qu'il y a une partie de toi qui est pas à l'aise avec ça. Si on te dit t'es stupide,
Peut-être que ça te renvoie au fait qu'enfant tu t'es senti stupide et que c'est une opportunité, grâce à Thomas du 38, de pouvoir être plus à l'aise avec une dimension de toi où tu avais une blessure. En commentaire, remercions Thomas du 38. L'échec c'est pareil, on souhaite pas l'échec, on n'est pas débile. Mais on veut pas le fuir, on veut l'apprivoiser, apprendre le plus vite possible, passer à autre chose, continuer. Compétence numéro 4, arrête de perdre ton temps sur plein de choses. Cherche simplement à te concentrer sur le peu qui compte et le faire avancer. Compétence numéro 5, ne cherche pas à résoudre les problèmes de manière simplement ce qui semble logique en apparence, apprends à penser de manière critique, sors de l'esprit du mouton, développe ta pensée. L'art de penser de manière critique, c'est l'art de noter quand tu es émotionnel. Quand tu dis que tu détestes quelqu'un, ça c'est un signal qu'il y a peu de chances que tu sois dans ta pensée critique. Quand tu es très émotionnel par rapport aux agissements ou aux non-agissements des autres ou de toi-même, de tes proches ou de quelqu'un sur Internet, c'est qu'il y a des grandes chances que tu ne penses pas de manière critique. Et donc, c'est intéressant de dire « Ouh, je suis émotionnel ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fondement, mais ça veut dire qu'au milieu du fondement, tu viens de mettre d'une bouse. Et donc, il s'agit de respirer et d'aller extraire ce qu'il y a d'intéressant. Et la compétence numéro 6, développe ta capacité à coacher, à leader, à embarquer les personnes en posant des questions socratiques. Moi, ce qui m'attriste, c'est que la majorité des gens sont morts à 18, 22, 23 ans. La plupart des gens considèrent que l'éducation, c'est un truc pour enfants. On se rend pas compte, et encore plus aujourd'hui avec l'IA, qu'on a un pouvoir de dingue. On est la seule espèce vivante sur cette terre à avoir le pouvoir de se rééduquer. Le chien de Pavlov, quand tu sonnes la cloche, il n'a pas la possibilité de se rééduquer. Toi, moi, l'entièreté de l'humanité, moi ça me fascine. On a le pouvoir de devenir l'architecte de notre propre vie. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Tu peux avoir 15 ans, être mal dans ta peau, ne pas réussir à lever la main en cours ou être à l'aise avec des filles, être persuadé que tu feras 40 ans toujours puceau 2, ne pas être à l'aise à l'oral et avoir des gens qui te disent accepte-le, t'es pas à l'aise, c'est comme ça. Il y a des gens charismatiques, il y a des gens comme toi qui sont des losers, c'est comme ça. Envoyer chier ce statu quo et décider de reprendre le pouvoir sur sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer des compétences humaines qui te donnent du pouvoir. La pensée critique, la communication, la capacité à parler en public, à être plus résilient, à être plus antifragile, ça te donne un avantage compétitif de dingue. Donc si tu as envie de devenir riche, arrête d'espérer sur un canapé à penser que c'est une question d'abondance. C'est une question d'apporter de la valeur en résolvant des problèmes. Ton cerveau, il est neuroplastique. Ça veut dire que jusqu'à la dernière seconde de ta vie, tu as la possibilité de redesigner qui tu es. Est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce que c'est facile d'avoir une vie que tu détestes? C'est encore pire. Donc j'espère que cette vidéo, au-delà des éléments tangibles que j'ai partagés avec toi, elle pose cette graine dans ta tête que tu peux te créer une vie de dingue. Peu importe ce que ton entourage te dit, peu importe ce que le toi au plus mauvais de ta forme te dit, tu as la possibilité chaque jour de battre l'ancien toi, d'être un peu meilleur sur une des compétences. En le faisant, imagine ça, que le toi dans 10 ans a les larmes aux yeux, d'inspiration, de gratitude pour le toi là maintenant d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, imagine que tu te dis putain, j'ai vu une vidéo et j'ai pris une décision, pas une décision de motivation qui est éphémère, j'ai pris la décision de vraiment avancer tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle je le répète sans cesse, le vrai dev perso, c'est pas ce que tu sais. Le vrai dev perso, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est ce que tu fais demain. C'est ce que tu fais chaque jour. Pas forcément des grands trucs, mais des trucs qui font que tu es fier de toi parce que tu prends ton futur en main. C'est ce que je te souhaite. C'est la raison d'être de Paradox et tu peux compter sur nous, sur moi, pour créer de plus en plus de vidéos et créer un groupe de personnes qui ont faim et qui sont déterminées à montrer que le dev perso, c'est pas un truc théorique, c'est un truc qui se traduit par des vrais changements. L'apprentissage, c'est pas ce que tu sais, c'est un changement observable de comportement. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a apporté, on l'a fait avec le cœur, je sais pas si tu réalises le travail que ça demande d'écriture, de tournage, de montage pour arriver à cette version là. Si t'es reconnaissant du travail qu'on fait, j'adore lire vos commentaires. Je lis toujours les 300 premiers commentaires parce que ça me permet d'être à votre contact. C'est mon moteur numéro 1 que d'avoir de l'impact et si cette vidéo tu penses qu'elle peut aider une personne, envoie-la à un ami. Je pense vraiment que ce qu'il y a dedans, ça peut changer la trajectoire de vie de quelqu'un. Ça me ferait trop plaisir de savoir que c'est grâce à toi. Tout au long de la vidéo, je t'ai parlé des compétences pour générer davantage d'argent. Mais est-ce que tu connais l'équation de la liberté financière? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. La liberté financière, c'est pas simplement le fait de gagner plus d'argent. Tu es libre financièrement le jour où les intérêts de tes investissements couvrent tes dépenses du quotidien. Ça veut dire quoi? Ce jour-là, tu n'as plus besoin de travailler. Tu es en quelque sorte rentier. Tu es libre. Et donc tu comprends, générer, c'est qu'un seul des 4 éléments de l'équation de la liberté financière.
On apprend plein de trucs à l'école, mais on n'apprend pas à gérer nos finances. On accepte tout un tas de croyances ou façons de faire de nos parents, de la société, ou pire encore, de notre banque, qui nous condamnent à tourner en rond et on s'en rend même pas compte. Moi aujourd'hui j'ai la chance d'être libre financièrement, ça m'aura pris plus de 10 ans, ça n'a pas été miraculeux, j'ai fait plein d'erreurs et c'est un sujet qui me tient très à cœur avec mon histoire. Aujourd'hui je veux transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt et c'est pour ça qu'avec l'équipe on a tourné une masterclass de dingue dédiée uniquement à l'équation de la liberté financière. Je t'explique ce que c'est et tu vas plonger avec moi dans les mécanismes psychologiques inconscients qui empêchent même des gens très intelligents, très travailleurs de devenir libres financièrement. Je vais aussi partager les 3 prises de conscience qui m'ont permis de reprendre le contrôle sur mes finances, de devenir libre financièrement, sans devenir un pro de l'IMO, de la crypto ou faire des dingueries avec un truc chelou sur internet. Ces 3 prises de conscience, elles sont documentées scientifiquement et elles m'ont amené à mettre en place un système qui est simple, qui est automatisé et qui est asymétrique. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu es prêt à transformer ta trajectoire financière, je t'invite à cliquer sur le bouton qui apparaît ou dans la description. Je pense que si tu as kiffé cette vidéo, la vidéo qui suit, elle va annoncer un tournant dans ta vie. Elle va te faire changer de rail. Et elle peut t'ouvrir les yeux sur ce qui est possible aujourd'hui, là, maintenant. Je te dis à très vite dans cette vidéo. Et rappelle-toi, le vrai dev perso, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais.